Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une 4e séance de hausse consécutive pour les actions européennes et pour le CAC 40 qui renoue avec les 5600 points en clôture. On a vu un rallye du secteur bancaire aujourd'hui un peu partout en Europe. C'est le secteur qui a le mieux performé aujourd'hui au sein de la zone euro, avec les résultats des grandes banques européennes qui commencent à être publiées. On a eu Banco Santander hier, Deutsche Bank aujourd'hui, qui a renoué d'ailleurs avec les profits sur l'exercice 2020 pour la première fois depuis plusieurs années. Demain matin, ce sera au tour de BNP Paribas, la première banque française et la première banque européenne, de publier ses résultats trimestriels et ses résultats de l'année 2020. On notera également le titre Dassault Systèmes qui a marqué un nouveau plus haut historique après la publication de ses résultats. Dassault Systèmes qui termine en forte hausse, en tête du CAC ce soir. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. L'autre événement du jour, c'est le retour du dollar. Le dollar que tout le monde avait enterré en début d'année, le dollar ne peut que baisser. Eh bien, le dollar est en train de remonter. Le dollar s'apprécie entre 1,5 et 2% depuis le 1er janvier. L'euro-dollar est passé sous 1,20 désormais, autour de 1,1960 pour 1 euro aujourd'hui. Que dire de ce mouvement? Quels sont les facteurs à l'œuvre? C'est la question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, on parlera de l'investissement durable, responsable. Tout le monde aujourd'hui a envie d'être un investisseur responsable, mais pas à n'importe quel prix. Attention à ne pas s'enfermer dans des critères extra-financiers trop étriqués, trop étroits, les critères ESG. Comment éviter la bulle ESG tout en étant un investisseur responsable? On en parlera avec les équipes de gestion de Zadig Asset Management. L'un des gérants sera avec nous en direct à partir de 19h15 depuis Londres. « 5600 points au compteur pour le CAC à l'arrivée ce soir. Les marchés européens qui continuent de rattraper la baisse des derniers jours. Le résumé complet du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,82% à 5608 points. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance cet après-midi du nouveau recul des inscriptions au chômage aux États-Unis avant le rapport sur l'emploi du gouvernement américain attendu demain. La semaine dernière, donc, 779 000 personnes se sont inscrites sur les listes des demandeurs d'emploi aux États-Unis. C'est 33 000 de moins que la semaine précédente. À noter tout de même que le nombre total d'Américains percevant une allocation chômage dépasse actuellement les 17 millions d'Américains. Les investisseurs qui suivent également de près les discussions en matière de plan de relance aux États-Unis, alors que la résolution budgétaire, première étape avant une réconciliation budgétaire, a été adoptée au Sénat. Joe Biden s'est montré ouvert de son côté à une limitation des conditions d'éligibilité pour les chèques prévus pour les Américains les plus nécessiteux, face aux réticences de plusieurs sénateurs républicains. Le président reste en revanche attaché au montant de $1 400 par chèque. États-Unis toujours, Janet Yellen a convoqué les différentes autorités de régulation sur les marchés financiers afin d'évoquer les récentes poussées de volatilité. Celle-ci a déclaré qu'elle avait besoin de comprendre dans le détail l'origine de la frénésie de ces derniers jours. Et en Europe à présent, la Banque d'Angleterre a annoncé sans surprise conserver la même politique monétaire, à savoir un taux repo à 0,10% et des rachats d'actifs à 895 milliards de livres. En zone euro, cette fois-ci, les ventes au détail rebondissent au mois de décembre. Elles augmentent de 2%, effaçant une petite partie du recul de 5,7% au mois de novembre. Et on notera également en France que les chefs d'entreprises industrielles anticipent une hausse de 10% de leurs investissements en 2021 par rapport à l'année 2020 selon l'INSEE. Du côté des valeurs à présent, Dassault Systèmes annonce un chiffre d'affaires non IFRS à 4,464 milliards d'euros sur l'année 2020, en hausse de 12%. Une progression due notamment à l'intégration de la société Medidata, une société rachetée en 2019 par le groupe et dont les solutions logicielles ont notamment servi dans la plupart des essais cliniques contre la Covid-19. Le groupe annonce viser pour 2021 une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 9 et 10%. Et si Luxottica annonce de son côté la création d'une co-entreprise
entreprise à part égale avec l'américain Sightglass Vision, spécialisé dans les verres contre la myopie chez l'enfant. Une opération qui permet au groupe français de se renforcer sur le marché en croissance du traitement de la myopie. Et Publicis, ce soir, continue sa progression à la suite des résultats publiés hier, des résultats supérieurs aux attentes, tandis que Total recule ce soir après avoir été porté durant toute la première partie de la journée par l'augmentation des cours du pétrole, le baril de Brent qui s'échange d'ailleurs ce soir juste en dessous des 58,5 $. Allemagne à présent où le DAX clôture au-dessus des 14 000 points. Deutsche Bank fait état d'un bénéfice net annuel de 113 millions d'euros en 2020. Un bénéfice porté notamment par la branche banque d'investissement du groupe alors que Deutsche Bank n'avait pas connu d'année bénéficiaire depuis 6 ans. Et Allemagne toujours, Commerzbank affiche de son côté une perte de près de 2,9 milliards d'euros en 2020. Il s'agit pour le coup de sa première perte annuelle depuis le début de la crise, depuis la crise financière de 2009. Un recul d'activité dû essentiellement au poids de la pandémie de coronavirus ainsi qu'aux charges de restructuration liées aux suppressions de postes et aux fermetures d'agences selon ses dirigeants. Et on regarde rapidement l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics pour le mois de janvier aux États-Unis. Côté entreprise, les investisseurs parisiens découvriront les résultats de BNP Paribas, de Sanofi, mais également de Vinci. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvellier est avec nous en plateau, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir et bienvenue Sophie. Bonsoir Grégoire. Et Olivier Ringard qui nous accompagne également. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Neuflize OBC. C'est l'un des titres du jour. Le retour du dollar. Ça fait quelques jours évidemment que le dollar se renforce contre le consensus de début d'année. On est à moins de 1,20 $ pour 1 euro aujourd'hui. Je redonne juste la trajectoire de l'euro-dollar depuis un an. On était tombé au moment de la crise pandémique en mars dernier à 1,06 je crois sur l'euro-dollar. Ça doit être à peu près le point bas. Et puis début janvier de cette année, on est remonté jusqu'à 1,2350 grosso modo sur la parité euro-dollar pour se retrouver aujourd'hui sous 1,20. Est-ce que le mouvement de baisse du dollar est en train de se renverser et quels sont les facteurs à l'œuvre qui font évoluer le dollar d'un côté, l'euro de l'autre? Olivier. Alors effectivement, il y avait en ce début d'année un consensus assez fort sur un dollar qui allait baisser tout au long de cette année 2021 et on faisait partie du consensus. Et les consensus étant appelés à être mis en cause, évidemment, les choses se passent différemment et pour notre part, on a revu également notre vision sur le dollar. Initialement, on imaginait un dollar aller à 1,25 à la fin de l'année 2021 et à 1,30 en 2022. Et aujourd'hui, pour cette fin d'année 2021, on est sur un dollar à 1,15. Intéressant. Donc c'est un retour qui est très, très, très important. On a eu des discussions assez intéressantes avec nos équipes d'économistes. J'imagine. Pour comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants de ce changement. Et ce qu'ils sont, ce qu'on en comprend, c'est plusieurs choses. D'abord, le fait que la reprise économique américaine, cette année, va être forte à très forte. Et très forte parce que la campagne de vaccination va être sans doute assez rapide aux États-Unis et permettra un retour, on va dire, à la normale quelque part autour de l'été. Ensuite, parce qu'on a un soutien budgétaire sans faille et que depuis que nous avons eu donc la victoire des démocrates au Congrès, on a la possibilité d'avoir de nouveau un nouveau grand plan de soutien budgétaire pour un montant pour l'instant indiqué de 1 900 milliards de dollars. Si vous faites 1 900 milliards de dollars plus 900 milliards de dollars qui ont été validés, donc on est à 2 800 milliards de dollars, ce qui représente 12 à 13 points de PIB américain. Alors après, vous mettez le coefficient multiplicateur que vous voulez, mais ça fait quand même une piqûre qui est très importante. Et donc, on va sans doute avoir une économie américaine qui va être très puissante cette année, qu'on imagine, nous, autour de 6%, flirter avec les 6% sur l'année 2021. Et à contrario, une Europe qui a un peu de retard à l'allumage. On l'a vu, le déploiement du grand plan de relance européen, il n'est pas encore vraiment arrivé en Europe. La campagne de vaccination
elle patine quelque peu à très court terme. Donc ces éléments vont conduire à un différentiel de croissance assez fort entre les deux zones, ce qui plaide pour avoir un dollar plus fort d'ici à la fin de cette année. Dans les développements récents, là, autour du plan budgétaire, du plan de soutien, c'est le American Rescue Plan, je crois, tel qu'il est baptisé aujourd'hui. Donc on est encore dans la phase de sauvetage. Rescue, si mon anglais est encore bon, c'est quand même encore du sauvetage pour les gens qui en ont besoin. Le débat de début d'année, c'était est-ce que Biden aura les marges de manœuvre pour faire passer 1900 milliards? Est-ce qu'il va falloir composer quand même avec les républicains et donc amoindrir l'enveloppe budgétaire? Est-ce que les derniers développements là laissent entendre que on sera peut-être plus proche que ce qu'on pouvait imaginer de 1900 milliards que de 600 milliards proposés par les républicains? C'est difficile à dire, mais on a deux chiffres. On a 1900 milliards et 600 milliards. On fait la somme des deux et puis on divise par deux. Et même en prenant en prenant le milieu, vous dites ça colle avec le scénario d'une reprise américaine forte à très forte. Oui, parce que la relance budgétaire sera, quel que soit le résultat final de ce troisième plan de relance, très très forte sur cette année 2021. Et on va avoir et ça va alimenter la reprise. Et puis n'oublions pas également qu'on a un phénomène d'épargne qui a été assez important, avec un retard de demande et un retard d'investissement qui appelle également à se déployer au cours des prochains mois et des prochains trimestres, une fois que la situation sanitaire sera normalisée. Et puis, dernier élément, aujourd'hui, ou en temps réel, si on regarde l'économie américaine, elle est assez puissante. Oui. La confiance des agents économiques, et en particulier des entreprises dans le secteur manufacturier et dans le secteur des services, se maintient à un niveau très élevé, malgré les difficultés sanitaires de très court terme, malgré le fait que les ménages américains ont eu moins d'aide au cours de ces dernières semaines. L'économie américaine reste quand même, somme toute, assez robuste. Donc quand on va avoir en plus cet influx budgétaire, on va sans doute avoir une reprise qui va surprendre de nouveau positivement les investisseurs. Donc c'est un renversement structurel, je ne sais pas, mais en tout cas fondamental quand même pour la perception, les perspectives de marché qu'on peut avoir sur l'économie US. Beaucoup craignaient un trou d'air lié à l'accélération de la pandémie au premier trimestre. Certains économistes attendaient un chiffre négatif pour le PIB américain. Ils sont de moins en moins nombreux maintenant à imaginer qu'on aura une contraction du PIB américain au premier trimestre. Quand on revoit ce que disent les économistes depuis 6-9 mois, mais c'est le rôle des économistes, c'est évidemment de ne pas avoir le chiffre juste. Et ça, c'est notre rôle. On a tendance à évidemment faire des prévisions, et généralement les prévisions ne fonctionnent pas totalement tel qu'on l'escompte. Mais regardons l'économie américaine en mars de l'année dernière. Le consensus était de dire que la récession allait être très brutale, qu'on allait être sur une contraction du PIB américain à 5% à peu près, et un taux de chômage américain qui finirait l'année entre 9 et 10%. Finalement, l'économie américaine, en ce début d'année, elle a un taux de chômage qui est à 6,7%. Donc on voit que la reprise a été nettement plus forte que prévu. Il y a de bonnes raisons à cela. Il y a sans doute également la raison qu'on a été probablement un peu trop pessimiste et qu'on a peut-être sous-estimé la capacité des Américains à rester extrêmement mobiles et à privilégier d'une certaine manière la poursuite du fonctionnement du système économique à l'enjeu sanitaire. Et donc cette économie américaine, de nouveau, elle va probablement surprendre au cours de ces prochains mois et de ces prochains trimestres. Sophie Chevelier, votre vision du dollar, les déterminants qui sont à l'œuvre derrière la hausse du dollar. On parle bien de hausse du dollar face à l'euro, face à un panier de devises également, déjà sur le constat peut-être, Sophie? Non, face à l'euro, face à un panier de devises également. Face à l'euro, il y a eu pas mal de mouvements. Là, quand on revient sur des niveaux, quand on repasse sous les 1,20, c'est aussi, alors c'est la réponse au cycle, effectivement, le cycle européen déçoit. Lié au retard pris dans la campagne de vaccination et puis par le fait que le dynamisme économique européen est d'une façon générale toujours un peu inférieur au dynamisme américain, pour des questions qu'on pourrait débattre largement, mais bon, voilà. Et quand même, il faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, la BCE s'est exprimée, a commencé à être un peu vocale sur l'euro-dollar, parce qu'en fait, il y a des seuils de douleur. Et le seuil de douleur sur le dollar, sur la parité euro-dollar pour la BCE, c'est les 1,25. Et donc, au fur et à mesure qu'on se rapproche des 1,25, et à l'inverse, vous faisiez référence au 1,06. Oui. Et de mémoire,
Janet Yellen s'était exprimée à l'approche des 1,05. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des seuils de douleur dans la parité euro-dollar qui sont liés aux échanges commerciaux, qui sont liés aussi à l'inflation, puisqu'en fait, un euro qui s'apprécie trop, c'est aussi une difficulté de réaliser les objectifs d'inflation qui sont déjà pas si faciles à respecter. Donc, je pense que les banquiers centraux n'interviennent pas directement sur la monnaie, mais essayent d'accompagner, entre guillemets, une parité vers un seuil d'équilibre qui est raisonnable de part et d'autre. Et effectivement, un 15, c'est un petit peu le milieu du guet, mais disons que le niveau de confort, le niveau d'inconfort maximum pour l'Europe, surtout dans un contexte économique un peu dégradé, c'est 1,25 et à l'inverse pour les États-Unis c'est 1,05. Après le dollar s'est également apprécié vis-à-vis des devises émergentes et là notamment on peut voir une différence entre par exemple un réal brésilien qui finalement reste très très faible alors que la bourse brésilienne a quand même beaucoup remonté en deuxième partie d'année dernière et là effectivement ça traduit des fragilités intrinsèques qui font que le dollar reste une devise plutôt forte et d'autant que les bonnes nouvelles effectivement ont tendance à continuer à se concentrer sur l'économie américaine. Mettons les banques centrales à part, on pourrait y revenir, mais je note quand même que le 1,20 c'était l'été dernier, effectivement, Philippe Lane alertait déjà sur la situation. Puis le mouvement a continué, mais le mouvement d'appréciation de l'euro contre dollar en fin d'année dernière coïncidait avec une reprise du risque sur l'Europe, l'idée que l'Europe se mettait à surperformer même les marchés américains au fur et à mesure d'une reprise qui s'annonçait peut-être à l'époque en tout cas plus ferme que ce qu'on peut constater aujourd'hui. À l'inverse, est-ce que si l'euro faiblit aujourd'hui, tant mieux pour la BCE si elle est contente de voir l'euro baisser, mais est-ce que ça traduit, et vous l'avez dit, faiblesse du cycle européen? Est-ce que ça veut dire que le call action européenne versus action américaine, il est déjà un peu derrière nous? Alors oui et non. Il y a effectivement le call cyclique européen, intra-européen, notamment on peut penser aux petites et moyennes capitalisations, est moins évident aujourd'hui avec ce retard à l'allumage, entre guillemets, que vous évoquiez, qui est, je ne sais pas combien de fois, depuis que je travaille sur les marchés, j'ai dit retard à l'allumage en Europe. Disons que c'est un des termes qu'on utilise assez fréquemment. Par contre, en revanche, les grandes cycliques exportatrices sont favorisées par ce retour en arrière de l'euro contre dollar, puisque elles rapatrient davantage de résultats et ça améliore leur compétitivité à l'export. Donc, comme d'habitude, le marché, ce n'est pas qu'un seul homme, c'est différentes sortes de sociétés. Les sociétés exportatrices qui sont sensibles au cycle mondial vont bien et bénéficient de la dépréciation relative de l'euro. À l'inverse, effectivement, des entreprises qui seraient très très sensibles à la demande interne européenne peuvent marquer une pause, puisque, entre guillemets, la reprise est repoussée de quelques mois. On n'est pas non plus en train de dire qu'il n'y a plus de reprise en Europe, mais elle est un peu retardée. Ça veut dire qu'on continue d'espérer quand même que l'Europe puisse rattraper une partie de son retard. Je parle des marchés européens. C'est encore quelque chose qui est devant nous, peut-être pour cette année 2021. Il ne faut pas craquer maintenant sur l'Europe si on est investi sur l'Europe, Sophie ? Non, on reste dans un horizon visible. Donc à l'horizon de quelques mois, on garde une fenêtre d'opportunité sur l'Europe, effectivement. Alors vous parliez de l'été pour une vaccination assez large aux États-Unis, une normalisation de l'activité. On sera dans les mêmes eaux, peut-être retardé de 2-3 mois en Europe. Parce qu'après, on va voir, et alors c'est des décisions qui sont politiques, et qui dépassent un petit peu la sphère des marchés, même de loin, mais on va voir quel niveau de vaccination est nécessaire pour la réouverture des économies. Et c'est ça qui compte. C'est-à-dire que peut-être qu'une fois qu'on aura vacciné les populations les plus à risque, on va pouvoir réouvrir assez largement l'activité, les économies, Ce sera une étape déjà très importante, vous dites, en matière de politique sanitaire, de politique de santé publique, et donc pour le thème de marché de la réouverture, ne serait-ce que l'étape de la vaccination des plus fragiles ? Absolument, parce que quel est le problème en fait ? Pourquoi est-ce qu'on a eu des confinements ? On a eu des confinements parce que l'hôpital est saturé. Le problème n'est pas que les gens aient le Covid, le problème n'est pas que les gens aient la grippe d'une façon générale. Enfin, le problème est qu'il y ait des gens qui développent des formes graves et qui nécessitent une hospitalisation. Et ces gens-là, il faut pouvoir les accueillir. Or, si ces gens-là sont vaccinés et que le risque de développer une forme grave s'écroule,
ça veut dire qu'on aura beaucoup moins de gens à traiter et que du coup, on pourra beaucoup plus rapidement revenir à un style de vie peut-être pas identique à ce à quoi on était habitué, mais beaucoup plus proche. Et donc, la réouverture des économies, et donc les vacances, etc. Sur le thème européen, Olivier, et puis bien sûr Sophie, il y a quand même le comeback du dollar, et puis le comeback de l'inflation, et le comeback de Mario Draghi, qui sont quand même les événements de la semaine. Alors, je sais qu'il n'y a pas de lien, en tout cas à ce stade, entre le retour de Mario Draghi aux affaires et le retour de l'inflation en zone euro, mais on peut redire peut-être un mot du chiffre d'inflation hier, d'une lecture quand même de l'inflation à 1,4% pour l'inflation la plus pure, l'inflation sous-jacente en zone euro. Je crois que d'un mois sur l'autre, c'est un bond historique qu'on n'a jamais enregistré depuis que la mesure statistique de l'inflation zone euro existe. Comment on l'explique ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce qu'on a là les prémices déjà de ce retour de l'inflation que certains prédisent à l'aune du nouveau cycle qui a peut-être démarré ? Olivier. Alors déjà, est-ce qu'on est à l'aune d'un nouveau cycle ou est-ce qu'on est dans le prolongement du cycle antérieur, du cycle passé ? Bon, ça c'est une question à laquelle on ne sera pas capable de répondre. Et sur l'inflation, ce que l'on voit sur l'inflation et la manière dont évolue le consensus, c'est la suivante. L'année dernière, et au moment de la reprise qu'on a eue l'année dernière, on disait de toute façon, on va rester dans un monde désinflationniste, où l'inflation va rester très très faible, principalement parce que le système économique tel qu'il l'était jusqu'à présent ne va pas évoluer et que le niveau d'endettement est tel que tout ça doit empêcher normalement un retour à l'inflation avec également des taux de chômage qui restent très importants. Aujourd'hui, le consensus, il évolue légèrement. Il dit cette année, on va avoir davantage d'inflation. Et donc, on va avoir davantage d'inflation, mais ce sont des effets principalement transitoires qui s'expliquent en particulier par le rebond des prix des matières premières et du prix du baril de pétrole avec un point bas en fin d'année dernière, et donc un point haut quelque part cet été. De telle manière que les chiffres d'inflation que l'on aura au cours des prochains mois seront peut-être spectaculaires. Ça ne fait que commencer, vous dites alors ? Ce mouvement ne fait que commencer. Mais pour l'instant, le consensus dit, oui, mais ce n'est que transitoire, et derrière, l'inflation va retomber pour les éléments que je viens d'expliquer. Après, par rapport à ce scénario central, je pense qu'il y a deux alternatives. Il y a deux scénarios alternatifs. Le premier, c'est de dire qu'on va effectivement retomber dans un système tel qu'on le connaît depuis une bonne dizaine d'années, où les pressions désinflationnistes restent très fortes parce que nous avons un niveau d'endettement qui est très important, parce que nous avons ce qu'on appelle les output gaps qui restent globalement ouverts et des marchés de l'emploi qui ne sont pas normalisés. Et puis vous avez un autre scénario qui est celui de dire que on est peut-être dans un nouveau monde, peut-être dans un nouveau cycle, et dans ce nouveau cycle, on aura peut-être un peu plus d'inflation. Alors qu'est-ce que signifie un peu plus d'inflation ? C'est pourquoi pas avoir une inflation américaine qui soit en moyenne autour de 3%. Alors qu'au cours de ces 10 dernières années, en moyenne, on était plutôt autour de 1,8%. Une inflation européenne qui serait pourquoi pas en moyenne autour de 1,8%, alors qu'au cours de ces 10 dernières années, on était en moyenne autour de 1%. Quels seraient les facteurs de cela ? Et on a quelques acteurs qui défendent ce scénario. Les facteurs, c'est d'abord le fait qu'on a une politique budgétaire qui est coordonnée et dont l'ampleur est inconnue depuis la Seconde Guerre mondiale. Et quand vous regardez le déficit américain, par exemple, il a plongé en l'espace de quelques mois, il est passé de moins 5% du PIB à moins 15% du PIB. Ce phénomène, il n'est pas qu'américain, il est également européen et on l'observe également dans les pays émergents. Ensuite, on a une action coordonnée des banques centrales qui est également d'une ampleur sans commune mesure. On a tous vu les graphiques des bilans des banques centrales qui ont progressé de manière spectaculaire. Alors à cet argument, vous me direz, oui mais ça fait 10 ans qu'on est dans ce système monétaire, donc rien ne change. Effectivement, mais on a quand même le soutien budgétaire qui est quand même spectaculaire et qui est nouveau. Et puis, le troisième facteur à regarder, c'est le fonctionnement du système économique. Et sur le fonctionnement du système économique, je pense qu'il faut essayer de comprendre deux choses. D'abord, ce que vont faire les entreprises dans l'organisation de leur chaîne de production, et en particulier dans l'organisation de la chaîne de production mondiale. Est-ce que cette chaîne de production, elle va évoluer ? Allons-nous vers des systèmes de re-régionalisation qui sont potentiellement
source d'inflation régionale ou pas? C'est une question qui est ouverte. Et la deuxième question, c'est le comportement du consommateur. Allons-nous vers un consommateur qui va s'emparer de cette problématique d'une économie plus circulaire et qui va arbitrer d'une certaine manière entre un peu son pouvoir d'achat et cette économie plus circulaire? Pour l'instant, il est sans doute trop tôt pour répondre à cette problématique, mais cette problématique, elle est susceptible d'alimenter, in fine, un peu plus d'inflation. Donc, si je devais synthétiser, aujourd'hui, le scénario central, c'est effectivement un rebond temporaire de l'inflation et derrière, des pressions désinflationnistes qui se redéploient à partir de l'année 2022. En termes de scénario alternatif, si vous me disiez quel scénario alternatif est le plus probable, je mettrais bien une petite pièce sur le scénario où on a un peu plus d'inflation. Ah oui, quand même. Mais l'avenir nous le dira. Quel est le scénario qui vous séduit le plus, Sophie? Et puis, quand même, est-ce que le marché joue l'idée d'une tendance, d'une remontée graduelle, structurelle de l'inflation, sans parler d'hyperinflation? Est-ce que ça se retrouve dans les prix de marché aujourd'hui? Ou est-ce que pour le marché, ça reste un non-sujet, c'est transitoire, c'est des effets de base, on l'a bien compris, et il n'y a pas de doute, on restera sur des niveaux d'inflation qu'on a connus au cours des 10 années précédentes? Alors logiquement, le marché donc des break-even d'inflation, qui price l'inflation aux États-Unis, price une réaccélération de l'inflation. Donc, je dis logiquement parce qu'effectivement c'est en cohérence avec la politique fiscale et donc il y a une pontification, donc des taux longs montent assez fort par rapport aux taux courts aux États-Unis. Et là, effectivement, on s'inscrit dans une logique de forte relance budgétaire avec une politique monétaire qui joue sur le court terme, qui reste accommodante. Ça ne vous surprendra pas d'entendre que c'est moins pentu en Europe, que le oui, voilà. Oui. Mais bon, voilà, c'est ça. Mais même en Europe, quand même, le marché ça bouge et le marché anticipe un retour progressif de l'inflation. Nous, on est plutôt effectivement sur un scénario de réaccélération de l'inflation puis de normalisation, donc avec des pressions déflationnistes qui restent fortes à partir de 2022. Je ferai juste une remarque sur le consommateur parce que je pense que c'est un point qui est très intéressant. L'évolution du consommateur, au moins dans les pays développés, si les enjeux ESG prennent plus de poids, si les enjeux environnementaux prennent plus de poids, c'est un facteur qui a une double dimension. Alors, certes, on va vouloir consommer davantage local, mais quand même moins. C'est-à-dire que c'est mieux, mais moins. Donc, il y a un double effet. Il y a à la fois une pression inflationniste et puis une pression déflationniste par les volumes. Ouais. Donc, c'est pas si évident non plus. Si on devait vraiment prendre au sérieux, et si le consommateur dans les pays développés se met vraiment à prendre au sérieux ces enjeux-là, c'est plutôt du mieux mais moins. Ouais. S'il devait aller au bout de la logique. Ouais. Et ça n'est bien sûr absolument pas évident. Et je pense que c'est un petit peu tôt pour se prononcer sur ces aspects-là. Mais en tout cas, dans ce sens, c'est vrai que en fait, les annonces qu'a fait Biden, notamment sur les approvisionnements, sur des éléments de production qui sont très très importants, plaident effectivement progressivement pour une re-régionalisation. Qu'on ne voit pas pour l'instant. Non, enfin, effectivement, en tout cas, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de déclaratifs. Voilà. Il y a beaucoup de déclaratifs, il n'y a pas beaucoup de... Je n'ai pas l'impression que les chaînes de valeur, elles aient considérablement bougé à ce stade. C'est la Chine qui produit aujourd'hui. Alors non, les chaînes de valeur bougent beaucoup en Asie, mais de façon intra-asiatique. C'est ce que je comprends, effectivement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être un peu moins de Chinois dans les productions, il y a plus d'Indonésiens, plus d'Indonésie. Donc en fait, pour l'instant, ça bouge, mais effectivement de façon intra-asiatique. Si on reste sur le thème européen, le retour de Mario Draghi, Sophie, est-ce que vous avez envie de mettre 1 euro en plus sur l'Italie depuis que Mario Draghi est appelé à former un gouvernement, quand bien même ce serait un gouvernement technique? Alors, nous étions incroyablement positifs sur les obligations italiennes pendant très longtemps. Et nous en sommes sortis il y a peu, ou pratiquement complètement, parce qu'en fait, l'écart de taux s'est déjà vraiment bien écrasé. Mais je dirais que du point de vue de la confiance des investisseurs, avoir Mario Draghi comme Premier ministre en Italie, c'est un petit peu comme avoir Janet Yellen au Trésor. C'est comme si on nous filait un bonbon contre la toux. Enfin,
c'est des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont eu des rôles majeurs et qui ont accompagné des crises et des passages extrêmement difficiles. Donc, ils ont un capital confiance auprès des investisseurs qui est très, très fort. Ce matin, on avait une conversation en interne avec nos gérants et ce que j'entendais, c'était « Mais Mario Draghi, c'est fantastique. En fait, il est plus fort qu'Angela Merkel, il est plus fort qu'Emmanuel Macron et c'est lui qui va prendre le dessus en Europe. » Alors, non. Les financiers me font peur parfois, Sophie. Non, mais parce que c'est un truc de financier quand même. Ok, ce sont les meilleurs banquiers centraux du monde. Voilà, bien sûr. Est-ce qu'ils savent faire de la politique? Non, absolument pas. Et c'est pour ça que je le cite parce que c'est anecdotique. Mais disons que c'est pour traduire le capital confiance. Bah oui. Que Mario Draghi peut avoir auprès des investisseurs. Et c'est très très bien du point de vue de la cohésion européenne. Et c'est très bien du point de vue de l'investisseur international. Puisque c'est quelqu'un qui crédibilise. C'est un gouvernement technique. Il y en a eu beaucoup en Italie et on sait ce que ça veut dire. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui redonne un petit peu de crédibilité à la question de la cohésion européenne, à la situation italienne aussi qui est quand même complexe. Son capital inégalable de Mario Draghi. Non mais sérieusement, ça peut servir l'Italie où il n'y a que des coups à prendre. Ça sert l'Europe. Et l'idée au sens large auprès des investisseurs internationaux. Est-ce que ça n'accrédite pas l'idée du mélange des genres? Enfin, qu'est-ce que ça nous dit? Yellen au Trésor, Draghi comme président du Conseil italien, dans un climat où effectivement certains dénoncent le mélange des genres, les banques centrales, au service des gouvernements. Quand une entreprise est en crise, elle donne les clés au directeur financier. Quand une entreprise veut relancer son activité, elle donne les clés au directeur marketing. Il y a un temps pour tout. Et là, c'est le temps des CFO alors. C'est le temps des directeurs financiers. Non, mais c'est ça, sérieusement. En Europe, c'est le temps des directeurs financiers. Et puis, je pense que Mario Draghi, c'est aussi illustré. On se souvient du Bumblebee. Enfin, de cette confiance dans ce que pouvait être l'Europe, alors que tout le monde doutait de la possibilité de la cohésion. L'euro est un gros bourdon. Voilà. Le gros bourdon donc, qui a du mal à s'envoler, mais quand il prend son envol, c'est sérieux. Voilà. Et donc, il a gagné en crédibilité sur ce vecteur. Et c'est important que quelqu'un qui croit autant à l'Europe apporte aussi sa vision, son expérience, parce que quand vont revenir, quand l'activité va reprendre, quelle va être la première question que les investisseurs vont se poser? Et pas que les investisseurs d'ailleurs, c'est maintenant, on enlève l'accommodation monétaire, budgétaire. On sait très bien que outre-Rhin, il y a une pression forte à l'orthodoxie budgétaire. C'est quelqu'un qui a du poids et qui est capable de dire « n'allez pas trop vite ». Et donc, équilibrer, on va dire, la position allemande ou même la position du couple franco-allemand. Exactement. Dans une situation qui sera peut-être encore compliquée pour certains pays. Ça nous donnera peut-être un petit peu de temps, un petit peu plus de temps. Voilà. Donc ça peut être moi, je pense que c'est, bien entendu, la réaction est toujours un petit peu exagérée, mais c'est l'exubérance des marchés et c'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Mais c'est pas tous les jours que les marchés saluent l'arrivée d'un homme politique au pouvoir, où que ce soit et quel qu'il soit. Mais c'est pas un homme politique. Oui, c'est ça. Mais enfin, si, sûrement un petit peu d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a quand même il y a un message de confiance. Je comprends. Voilà, qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais qui n'est pas complètement neutre. On a tous envie que l'Italie, effectivement, retrouve de la croissance potentielle, profite elle aussi à son tour de l'intégration dans la zone euro. Est-ce que Mario Draghi est la meilleure personne pour le pire des jobs, comme disait un journaliste de l'agence Bloomberg? Est-ce que faire de la politique, c'est autre chose que de faire de la politique monétaire? Plus il ira dans des arbitrages politiques, plus il pourra être critiqué pour son ancienne position de banquier central, et je remonte même pas avant. Est-ce que c'est un risque pour lui, ou est-ce que ça redonne un peu d'espoir peut-être sur la dimension européenne? Olivier? Je pense que c'est un peu de tout ça. Ouais. C'est un acteur crédible déjà au niveau italien, au niveau européen, donc ça c'est la dimension qui est très positive. Je pense quand même que même si c'est pas un homme politique, il y a quand même une petite dimension politique quand on est président de la Banque Centrale Européenne. Je pense qu'il faut savoir, bien discuter avec les différents. Sur ce plan-là, il était plutôt jugé comme étant assez brutal, justement. Contrairement à une Christine Lagarde qui cherche à... Christine Lagarde est encore d'un autre niveau. Qui est d'un autre niveau, mais ce qui ressortait justement de la dimension politique du président du Conseil des gouverneurs, c'était qu'il était capable de forcer un peu la main quand même.
de faire la décision. De faire la décision. De faire la décision. Ce qui est sans doute une bonne chose pour l'Italie. Ouais. Parce que l'arrivée de Draghi va sans doute permettre de maximiser le plan européen, dont une grande partie, pas une grande partie, mais dont une partie significative est adressée pour l'Italie. Donc il va sans doute chercher à maximiser cet argent qui sera versé à l'Italie et à renforcer potentiellement avec des réformes dites structurelles le potentiel de croissance italien. Et puis, on peut imaginer qu'il va y avoir également une fenêtre d'opportunité pour avancer un peu plus loin dans cette construction de la zone euro. Hein. Pour rappel, il est l'auteur ou un des co-auteurs du président. Des 5 présidents. Oui, le rapport des 5 présidents, bien sûr. Du rapport des 5 présidents sur toujours sur une armoire. Comment renforcer la zone euro. Donc, il a une très bonne compréhension des institutions européennes, de la manière dont il faut renforcer la zone euro. On va avoir un nouveau leadership en Allemagne dans quelques mois. Se posera la question de ce qui se passera en France en 2022, mais peut-être qu'après l'élection française, on aura une fenêtre d'opportunité pour aller plus loin dans le renforcement de la zone euro. Donc c'est un élément qui est sans doute très, très positif. Encore faut-il que celui-ci, que Draghi survive au risque politique italien. Vers la longévité de son gouvernement, voilà. Qu'il en forme déjà un, avec quelle majorité, pour quelle durée. 11 mois en moyenne, hein, c'est ce qu'on m'a rappelé hier. La durée d'un gouvernement italien, c'est 11 mois en moyenne. Ouais, je crois que Mario Monti était resté 2 ans à peu près. Ouais. Donc, un des derniers gouvernements techniques avec celui de Prodi aussi, c'est ça. 11 mois, Donc on va voir, mais c'est une bonne nouvelle. Bon, voilà. Très bien. Et la conclusion, c'est une bonne nouvelle. Et donc, vous êtes en accord avec la réaction de marché, effectivement, qui a été assez spectaculaire hier sur l'Italie, que ce soit sur le marché boursier ou sur les taux italiens qui sont revenus au plus près, on va dire, du taux allemand, en tout cas de ce qu'on a pu observer au cours des derniers mois et des derniers trimestres. Sur le marché, justement, Olivier, gardez la parole. Janet Yellen réunit les régulateurs américains là, en ce moment. Elle cherche à comprendre le phénomène Wall Street Bets. Comment est-ce qu'on peut lui expliquer sachant que Wall Street Bets, GameStop, on en a parlé tous les jours ici depuis 2 semaines, ça vient compléter, c'est un peu comme ça que je le lis, le tableau des exubérances de marché qu'on peut constater depuis plusieurs mois. On parle des cryptos, on parle de Tesla qui a été l'emblème de 2020, mais derrière ce sont aussi toutes les entreprises non profitables qui connaissent des performances boursières stratosphériques sur le marché américain spécifiquement. Les SPAC, ces coquilles vides, ces blank check companies, ces véhicules d'investissement qui n'ont rien d'autre à offrir que la perspective d'acquisition, qui sont cotés sur le marché, et là pareil, qui arrivent à drainer des flux très importants. Je rajouterais aussi quand même les valeurs green. Non mais si, il faut aller jusqu'au bout. Le thème ESG, on va dire un peu au sens large. Quelles sont les exubérances qui vous inquiètent le plus là dans ce que je viens de citer, et est-ce qu'il y a du risque systémique quand même derrière tout ça? C'est, j'imagine, une des questions qui doit être traitée par Janet Yellen et les régulateurs américains. Vous dites que le marché est inefficient en fait. Je dis que le marché a des poches d'exubérance certaines. Non, c'est sur le cas. Certains disent que le marché est broken. C'était Carson Block, short seller depuis 20 ans à la tête de Muddy Waters, donc un des emblèmes à abattre selon l'armée Wall Street Bets. Il dit markets are broken. Voilà ce qu'il disait il y a 3 jours. Sur l'affaire GameStop, je serais content que Mme Yellen en fait nous explique vraiment ce qui s'est passé, parce que je pense qu'on a une compréhension incomplète de la situation et de ce qui s'est passé. On est en train d'apprendre aujourd'hui que certains hedge funds ont gagné beaucoup d'argent en achetant le titre GameStop. Bien sûr. Donc c'était sans doute pas qu'une opposition entre l'investisseur dit retail et l'investisseur hedge fund. Il devait y avoir d'autres choses. Donc j'espère que Mme Yellen sera susceptible de faire la lumière sur la manière dont se sont passées les choses. Après, sur la problématique du risque systémique et sur les points d'exubérance que vous mettez en avant, et évidemment très difficile de se prononcer là-dessus, mais je ne pense pas qu'on soit sur du risque systémique. J'ai plutôt l'impression qu'on est sur deux problématiques à laquelle on doit s'attacher. Une qui est peut-être un peu nouvelle et l'autre qui est, ou en tout cas nouvelle sur cette forme, et l'autre qui est déjà connue. Donc celle qui est un peu nouvelle sous cette forme, c'est
le risque de manipulation de marché. Donc ça, c'est une problématique que le régulateur connaît bien, mais c'est une problématique maintenant où on se retrouve dans un espace, on va dire, ouvert, totalement ouvert, public, où des informations sont échangées sur... Bon, ça pose une question. Le plus grand club d'investissement du monde. Voilà, donc ça, je sais pas, pour l'instant, je ne sais pas trop comment ça se résout. Et puis le deuxième risque, c'est probablement le risque de liquidité et le risque d'effet de levier. Et ce risque-là, il est bien identifié, il est bien connu parce que ça fait pas mal de temps que ça dure. On a vu au cours de ces 5 dernières années des mouvements de marché qui étaient extrêmement brutaux et dont le dernier était, par exemple, ce qu'on avait vu, je crois, en début 2018 sur le VIX, donc la volatilité implicite du marché américain, qui était de mémoire passé de 10 à 80 en l'espace de 2-3 jours. Et un fonds, d'ailleurs, je crois, avait dû fermer parce qu'il investissait sur la volatilité implicite. Donc ce risque-là, il est bien identifié. Il va peut-être falloir le traiter. Et le traiter comment ? La question reste ouverte, mais normalement, la manière dont on le traite, c'est par la régulation et peut-être réduire le levier pour un certain nombre d'acteurs qui sont dans l'industrie financière. Ça restait une question ouverte. Après, la dernière dimension, c'est la manière dont les investisseurs, en particulier institutionnels, vont adapter ou pas leur processus d'investissement face à ce risque, on va dire, de liquidité qui peut générer des pertes assez importantes dans les portefeuilles et en particulier dans les books de ces opérateurs qui ont beaucoup de leviers. Ouais. Et ça, c'est une question à laquelle, là aussi, il n'est pas évident de répondre. Il y a la réponse simple où on dit temporairement on réduit la voilure, donc on réduit le levier dans les portefeuilles pour justement éviter d'être coincé à son tour. Mais manifestement, c'est pas trop ce que l'on voit là, puisque les marchés sont en train de rebondir fortement. Oui. Donc on n'a pas le sentiment qu'il y a un phénomène de réduction du levier dans ces stratégies qui utilisent beaucoup le levier. Et puis l'autre question, c'est à moyen terme, et la problématique de la réduction du levier à moyen terme, elle est sans doute liée à la réponse qu'apporteront les autorités de régulation sur ce sujet, si jamais elles s'emparent de ce sujet. Bon. Est-ce que les marchés sont encore efficients aujourd'hui, Sophie ? Est-ce qu'ils sont suffisamment efficients pour que les investisseurs traditionnels, ceux qui ne sont pas des short-sellers ou qui ne sont pas des particuliers tête brûlée, trouvent encore une manière de faire leur travail ? Les marchés n'ont jamais été efficients. Et d'ailleurs, si c'était le cas, nous ne gagnerions pas d'argent. Si toutes les nouvelles étaient arbitrées instantanément, ça serait impossible. D'accord. Voilà. Donc, non, les marchés... On cherche des poches d'inefficience, justement, pour faire son travail d'investisseur. C'est notre métier. Donc, ils sont parfois plus ou moins efficients. Est-ce que là, la formation des prix vous paraît encore être quelque chose de correct, de faire ? Alors, le rôle de... Enfin, quand Janet Yellen était banquier central, un de ses mandats était la stabilité financière. Les ménages américains sont beaucoup plus exposés aux actions que les ménages européens. Donc, se posent des problématiques liées à la richesse des ménages, qui sont des questions qu'on aborde pas réellement chez nous. Il y a effectivement alors, les Robin Hood, etc., c'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'avec, en fait, les chèques, ça a pris énormément d'ampleur aux États-Unis. Et je pense que... On essaye de relier toutes ces idées-là, mais on arrive à se dire ça, oui, effectivement. Cette dimension d'entente citoyenne, de fronde citoyenne, etc., qui n'est pas la seule cause. Aujourd'hui, ce dont se rend compte le régulateur, c'est qu'il va devoir réguler les Robin Hood et autres Dave Portnoy, etc., de la même façon que sont régulés d'autres investisseurs. Donc voilà. Donc il faut. Elon Musk qui avait dit qu'il arrêtait Twitter, il est revenu au bout de 2 jours. Et chaque tweet, c'est pour dire tiens, Dogecoin, c'est bien, Signal, c'est super. Enfin, je veux dire, rien n'a changé. Et pourtant, la SEC, la SEC, l'a quand même regardé de très près, Elon Musk, quand il parlait notamment du titre Tesla. Il continue, personne ne lui dit rien. Mais c'est une des difficultés. C'est une des difficultés. Mais c'est une de toutes les difficultés qu'on identifie en rapport avec les réseaux sociaux et la diffusion de l'information et la désinformation. Et c'est vrai que c'est un des enjeux forts du régulateur, pas qu'américain d'ailleurs. Et ça
ça fait peser des risques systémiques, ou en tout cas pour vous, investisseurs traditionnels, ça veut dire quoi ? Il y a des parties de marché qui deviennent ininvestissables parce que vous savez que Elon Musk est dessus, ou que Wall Street Bets, ça fait partie des listes qui circulent chez Wall Street Bets. Ça veut dire que c'est des univers de marché où vous ne pouvez pas faire votre travail. Je peux même voir un côté positif en fait à tout ça. On a eu ces dernières années des raids de hedge funds sur un certain nombre d'entreprises, parfois à juste titre mais pas toujours, avec donc des positions mises en place très, très élevées à la vente, etc. Puis des rapports qui sortaient, genre comme par hasard, tel PDG a fait des malversations, etc. Et puis, bien entendu, donc, comme personne ne sait à quoi s'en tenir, parce qu'il faut du temps pour évaluer, le titre s'écroule, et ces fameux hedge funds prennent leurs bénéfices. Quand on est un investisseur long, c'est incroyablement désagréable. Ça vous dit que c'est pas possible, ça ? C'est pas que c'est pas possible. Effectivement, parfois, ça a été avéré. Il y a eu des malversations, ça arrive. Enfin, voilà. Et c'est aussi le travail de l'investisseur qui prend des positions de long terme de comprendre l'entreprise. Mais on n'est pas non plus assis dans l'entreprise. Donc il y a des choses qui peuvent échapper au regard. Les short-sellers justifient ainsi leur utilité au marché. Exactement. Mais le fait que ce type d'événement se produise, ça veut dire que effectivement, il va y avoir une réduction du levier des short-sellers très probablement, puisque c'est matérialisé un risque très très fort pour eux. Ah oui. Et donc les contrôles du risque qui sont extrêmement importants quand on fait des opérations à levier, donc quand on multiplie par 5, par 10, par un investissement uniquement par de l'endettement, vont être resserrés. Donc je pense que peut-être ils y regarderont un peu plus à deux fois et qu'il y aurait... du point de vue de l'investissement de long terme. Et puis après, il y a un autre élément qui est un élément simple. Quand on est un investisseur de long terme, on a envie d'investir dans une société, puis parfois elle est trop chère. Si elle est attaquée, c'est l'opportunité. Donc, il n'y a pas que du négatif non plus. Je rappelle, j'ai eu la confirmation avec les chiffres, les positions short dans le marché n'ont jamais été aussi faibles. Et avant même l'affaire GameStop, en 2020, on terminait au plus bas en termes de positions short dans le marché au global. Parce que le marché est au plus haut, quoi. Oui, non, mais aussi parce que... les shorts se font rincer depuis 10 ans. Oui. Il y a une reprise cyclique extrêmement forte et que donc la plupart des investisseurs, même les hedge funds, en général, ils sont net positifs et pas net négatifs. Donc accompagnent effectivement cette reprise cyclique, c'est logique. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous deux d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart. Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management, et Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflize OBC. Bon, le CAC en clôture ce soir, 5608 points, je vous rappelle, plus 0,8%. C'est la 4e séance de hausse consécutive pour les actions européennes qui ont rattrapé une bonne partie de la baisse des derniers jours. Une baisse qui s'était jouée entre 5007 et 5400 points pour le CAC 40. On est donc revenu quasiment sur les niveaux de début d'année. Un CAC qui est redevenu positif depuis le 1er janvier. Plus 1% avec une volatilité qui s'est bien calmée. Justement, plutôt que d'écouter Louis Larère, je vous propose de retrouver un des thèmes qu'on avait traité avec Romain Daubry, Bourse Direct, avec nous chaque vendredi pour la leçon de trading. La volatilité rebaisse. C'est l'occasion de rappeler effectivement ce qu'est la volatilité de marché, comment sont calculés ces indices et comment il faut s'en servir quand on est investisseur. Romain Daubry, donc, sur le thème de la volatilité dans Smart Bourse. Alors intuitivement, on comprend ce que c'est que la volatilité. C'est quelque chose de beaucoup plus précis que ce qu'on croit. Alors la définition académique, c'est la mesure de l'amplitude de variation des prix d'un actif. Donc ça, c'est plutôt compréhensible. Intuitivement, on comprend aussi que les crypto-monnaies sont plus volatiles qu'un bon du trésor. Maintenant, ça a une utilité réelle sur le marché. Ça permet de faire plusieurs choses. Avant tout, de mesurer le risque en fait sur un marché. Ça permet aussi de diversifier. C'est un actif, on peut le négocier. Oui. Le produit roi pour le négocier sont les options, mais il y a des
des produits dérivés qui permettent d'investir directement sur la volatilité. Il y a d'ailleurs eu des problèmes techniques avec certains produits sur la volatilité. Et puis, ça permet de calculer le prix des options ou éventuellement des varants. Donc, c'est un actif qui est vraiment intéressant. Il permet d'établir des corrélations, par exemple, entre les fluctuations d'un actif et les fluctuations de son indice de référence, par exemple. Et puis, il est aussi utilisé dans le money management. Ça va être intéressant de pouvoir utiliser des tailles de stop plus ou moins larges et des tailles de position pour son portefeuille plus ou moins importantes selon qu'on est sur un actif ou une valeur qui est plus ou moins volatile. Ouais, il faut peut-être distinguer deux types de volatilité. Il y a la volatilité historique et puis ce qu'on appelle la volatilité implicite. Exactement. Qui fait référence notamment à ce qu'on appelle l'indice de la peur, hein. C'est ça, Romain? C'est ça, l'indice de la peur, à proprement parler, c'est le VIX, c'est l'indice de volatilité du S&P 500, de l'indice majeur américain, d'un des plus gros indices mondiaux. Mais il y a effectivement deux types de volatilité. La volatilité historique qui se réfère au passé, qui va regarder ce qui s'est produit dans le passé, c'est pareil de façon assez intuitive, on le comprend bien. C'est une zone dans laquelle les prix doivent évoluer pendant 95% du temps. Donc c'est un critère précis, c'est basé sur une formule qui s'appelle, qui est basée sur une formule qui s'appelle l'écart type. Vous la retrouvez peut-être à l'écran là à l'instant. En fait, rassurez-vous, il y a des outils qui calculent très bien pour vous, donc notamment des outils graphiques. Vous avez affiché la formule. De toute façon, on a la formule grâce à vous. Vous avez la formule. Et voilà, il y a des outils qui font ça très bien. Et puis il y a des éléments dérivés qui peuvent être, par exemple, utilisés en graphique, en analyse graphique, des éléments comme les bandes de Bollinger qui vont justement permettre de détecter ces écarts types et de repérer si on est à un extrême et donc de travailler sur une probabilité de réintégration de l'écart et de retour à la médiane, voire de retournement de tendance. Donc ça se travaille vraiment de façon intéressante. Ça, c'est l'analyse du passé, le constat du passé qui permet de savoir où on en est et comment on peut se positionner par rapport à ces phénomènes de volatilité. C'est ça. Et c'est la limite de cette volatilité historique, c'est que ça constate ce qui s'est passé dans le passé. On sait que sur les marchés, c'est pas toujours prédicatif. Donc, on va utiliser une autre volatilité qui est très intéressante, qui permet de faire beaucoup de choses, qui s'appelle la volatilité implicite, celle-ci, qui, elle, en revanche, mesure l'état d'esprit des investisseurs en temps réel et donc leur vision dans les jours ou semaines ou mois à venir, selon l'horizon de temps qu'on va essayer de scanner, de regarder. Donc, les modèles de calcul d'options connus basés sur la volatilité, eh bien, c'est les modèles de Black & Scholes, le plus connu, qui a été développé en 1973. Il a été très apprécié par les traders jusqu'à des moments de volatilité intense où on s'est aperçu de la limite de ces systèmes. C'est qu'en fonctionnement de marché normaux, si on peut dire, eh bien, quand la volatilité reste assez normée, eh bien, on peut l'utiliser quand les marchés deviennent trop brutaux, dans les cas de crack notamment. Je crois qu'il s'était fait un peu huer par les traders sur volatilité qui avaient justement sur options qui avaient justement trouvé les limites de ces systèmes-là. Alors, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des repères, ce ne sont pas des choses précises. Et puis, la limite aussi, c'est que pour utiliser ces formules, on intègre le prix pour utiliser ces formules, calculer le prix des options, on intègre la volatilité. Mais on va déduire la volatilité du prix des options. Donc, c'est un peu D'accord, serpent qui se mord la queue. C'est ça. Et donc, il y a cette limite-là. Alors, il y a l'autre modèle qui est basé sur un système binomial qui s'appelle Cox-Ross, et développé par Cox-Ross et Rubinstein un peu plus tard, en 1979. Lui, il est censé être plus précis, mais on lui reproche aussi d'être plus lent. Donc voilà comment on peut utiliser ce système d'options. La volatilité implicite, donc c'est la mesure du stress, c'est la mesure de l'état d'esprit des investisseurs. C'est ça qui est vraiment intéressant à utiliser. C'est pour ça qu'on parle de l'indice de la peur, hein. C'est ça. C'est pour ça le Fear Index, disent les anglo-saxons. Il va notamment faire ressortir l'état d'esprit de stress. On en parle assez souvent, le ratio put-call, donc le prix auquel se payent les options et la distinction entre la volatilité sur les options de vente, donc les puts, et la volatilité sur les options d'achat est aussi un indicateur de l'état d'esprit des investisseurs. C'est intéressant de noter que, par exemple, à Paris, on a touché sur l'indice CAC 40, qui est le VCAC, qui a plusieurs indices de volatilité. Sur le S&P, c'est le VIX. À Paris, c'est le VCAC. Sur le CAC 40, il y a le VDAX, VEurostoxx. Il y en a plusieurs, et bien sûr. Et donc, de constater que cette semaine, on avait touché un point bas qu'on n'avait pas vu depuis quasiment un an sur la volatilité. Alors, elle évolue globalement, cette volatilité, entre 10 et 30, on va dire. Oui, j'allais dire, voilà, c'est quoi une volatilité normale? C'est quoi les extrêmes qu'on a pu voir de part et d'autre par le passé? Alors, donc 10-30, vous dites, on est dedans aujourd'hui. 10-30, 10 c'est normal, 30 c'est un marché stressé. D'accord, ok. Et certaines annonces comme le Brexit ont fait monter l'indice de volatilité en une journée à 45. En revanche, le record de volatilité mesuré, c'était en 2008, au moment de la crise des subprimes. C'était sur le S&P, sur le VIX, et c'était 80,86. La chute de Lehman. Voilà, la chute de Lehman. Elle est mesurée en pourcentage, cette volatilité. Donc, chute de Lehman, et là, voilà, on a atteint des extrêmes.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est dans la mesure d'un calcul normal. Quand on travaille sur des marchés ultra stressés, on va, quand on achète de la volatilité, on va se positionner face à un vendeur de volatilité. Donc il y a un moment où la loi de l'offre et la demande joue, et ces critères-là sont un peu débordés, et c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande qui joue. Il y a un niveau de stress qui déborde de ces niveaux de volatilité. Alors, on peut l'analyser graphiquement aussi, ça c'est intéressant. On peut analyser des compressions de volatilité, on peut analyser des ruptures de range sur la volatilité. Donc, compression de la volatilité qui laisse à penser que le marché va être nerveux et probablement baisser. Des ruptures de range qui vont indiquer peut-être qu'on diminue. Et là, c'est ce qui s'est passé. On est passé sous 18 à Paris, ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. Et on constate qu'au cours de la baisse du jour, eh bien, la volatilité n'a pas énormément monté. Alors là, je vous propose un exemple de lecture de la volatilité sur l'indice CAC 40, qui est un calcul simple de la volatilité. En fait, on prend une option qui est proche du cours actuel de l'indice CAC 40. J'ai pris 5500 points cet après-midi, avec une volatilité qui est à donc 18,66 sur les calls, 18,91 sur les puts. On additionne les deux, on fait la moyenne et on obtient une volatilité qui est donc aux alentours de 18,80-85 et qui nous permet de savoir que le marché n'est pas trop stressé malgré une baisse de plus d'1% à ce moment-là de la séance. Donc les investisseurs ne se précipitent pas pour acheter des options de vente et la volatilité est relativement sereine. Elle reste à 18, ce qui est quand même assez important. C'est avant tout un indicateur, un baromètre, un outil effectivement d'analyse de marché. Vous l'avez dit, on a des produits qui permettent de traiter aussi cette volatilité. Enfin, comment on peut l'utiliser quand on est investisseur? Traiter la vol, ça peut être quand même un peu sportif. C'est compliqué, c'est sportif. Par définition, c'est un actif qui bouge en pourcentage de façon importante, qui lui-même est très volatile. On mesure la volatilité de la volatilité. On mesure la volatilité de la volatilité. Le peut dériver à l'infini, quoi. On peut aller très loin. Il y a toute une composition. Alors, un des éléments les plus connus, les plus traditionnels, c'est de repérer sur un indice la plage de fluctuation dans laquelle on va évoluer. Donc là, de la même façon, je vous propose cette lecture sur l'indice VIX, donc l'indice de la peur, donc sur l'indice Standard & Poor's. Donc comment on utilise la volatilité implicite à 30 jours, c'est ça, sur le VIX? Exactement. On la mesure sur le VIX, en tout cas à 30 jours. On peut le faire sur des périodes de temps plus ou moins longues, mais 30 jours, c'est un critère intéressant. C'est basé sur un nombre d'options très large sur le VIX, donc c'est représentatif. On sait que là, la volatilité, elle était à hier soir, j'ai pris des chiffres hier soir, elle était à 23 sur le VIX. On convertit ce chiffre en pourcentage, donc 23%. On va le rapporter, puisque c'est un chiffre annuel, à un mois, à 30 jours. Donc on va diviser ce 23 par la racine carrée de 12. Je m'arrête là pour les maths, on n'ira pas plus loin, c'est pas des maths trop complexes. Et donc on obtient un pourcentage de fluctuation de S&P, en l'occurrence un peu plus de 6%. Vous l'avez à l'écran, 6,60%, 6,64%. Et ça va nous permettre, sur la base du cours de clôture du S&P, de se dire que dans les 30 prochains jours, eh bien, on peut envisager de voir le S&P. Ce serait la marge de fluctuation potentielle. Décalée dans ces bornes-là. Ce qui veut dire que à la hausse, on a des chances d'aller chercher la borne haute si le marché continue à être aussi volatile, et que si on touche une de ces bornes, on va probablement la réintégrer et revenir, et donc avoir un niveau de marché qui est raisonnable. Bon, merci beaucoup. Alors là, pour le coup, une leçon précise, technique, mathématique autour de la volatilité. Romain, il nous reste 1 minute. Le CAC cash qui clôture à 5559 points ce soir. On a baissé d'environ 1% sur la semaine. Est-ce que c'est une clôture satisfaisante? Oui, c'est un scénario qu'on envisageait, une consolidation, moins aux États-Unis d'ailleurs. Je ne pensais pas que les marchés américains auraient encore de l'énergie à ce point-là. Mais oui, on a déclenché une petite figure de retournement baissière sur l'indice CAC 40 qui est en épaule, tête-épaule ou un triangle selon la façon dont on veut le regarder. On l'a rompu, mais sans accélérer. On est allé tester notre niveau important, 5525 points. On est allé un peu en dessous et on clôture un peu au-dessus avec un volume moyen, 3,3 milliards, qui est un volume constant tous les jours. C'est un marché qui consolide et de façon assez sereine. Et justement, la volatilité dans cette accélération baissière n'a quasiment pas bougé, donc on a un marché qui est plutôt calme dans l'immédiat, même s'il consolide et qui manque de relais à la hausse. Une des leçons de trading de Romain Dobré avec nous chaque vendredi à 19h15, membre des équipes d'Info d'Experts de Bourse Direct. La clôture du CAC ce soir, je vous rappelle, c'est 5600 points. C'était une leçon de trading il y a quelques jours avec Romain Dobré. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart TV. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.